Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous êtes nombreux à vous reconvertir au métier du développement, JavaScript, Python, C++, C#, etc. Et c'est une bonne chose. Mais après s'être formé, il faut bien passer à la phase suivante qui est parfois la phase peut-être la plus stressante, parfois la plus chiante, celle de décrocher un job. Alors quand j'annonce les stats, tu sais, je te dis souvent, voilà, il y a une pénurie de développeurs, et bien les gens interprètent mal cette chose-là et se disent, bah voilà, il y a une pénurie de développeurs, donc bien ça va être facile. Malheureusement, la réalité du marché des développeurs est bien différente. Pour imager, je pourrais te dire que le marché des développeurs est plus ou moins découpé en 3 segments. Allez hop, je vais te mettre une petite photo, image ici générée par ChatGPT. En gros, c'est une sorte de distribution en queue grasse. Fat tail, alors oui, c'est pas très élégant comme terme, queue grasse, mais bon, voilà, ce que ça nous donne un peu comme image. Alors, je te la fais rapidement. À droite, ce que tu peux voir à droite, en fait, c'est les devs très demandés. C'est ceux qui ont déjà beaucoup d'expérience, qui sont très spécialisés, très bons, avec un bon parcours. Bref, c'est ceux qui sont finalement très bien payés, très sollicités. En gros, c'est vers là où il faut essayer d'aller le plus possible. Au milieu, tu as la moyenne des développeurs, la masse, la moyenne. Alors, c'est pas péjoratif, c'est là où il y a tout le monde. Je veux dire, c'est là où il y a la majorité des devs. Donc, ceux qui peut-être sortent d'école, ceux qui viennent d'arriver sur le marché, ça va côté gauche des développeurs qu'on va appeler, moi j'appelle ça les développeurs, les devs SMICAR++, ceux qui sont à 1005, 1008, 2000, voilà, jusqu'aux développeurs un peu mieux payés, 40K, 50, 60, 70K. Donc là, vraiment, c'est la grande majorité des développeurs sur le marché. Et il y a le troisième segment, la partie gauche, donc à queue grasse, voilà, à queue grasse. Et c'est là que sont un peu bloqués beaucoup de développeurs juniors. C'est l'espace où il y a du monde qui est là et que, en gros, c'est un espace ultra compétitif où l'accès aux meilleures opportunités sont assez limités. Et je sais que pas mal d'entre vous sont dans cette case-là. Et mon job, c'est de vous aider, c'est de vous conseiller à quitter cette fat tail et de rentrer pleinement dans le game et donc de décrocher un bon job en 2024. C'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais te donner 9 conseils, 9 stratégies pour décrocher un job en 2024. Alors la première chose que je voudrais te dire, le premier conseil, c'est l'attitude. Tu dois être conscient que trouver un job, c'est long. Trouver un job, ça demande des efforts, ça demande du temps, ça demande de la persévérance. Et si tu arrives un petit peu en mode « ouais, mais moi, on me donne pas ma chance. Ouais, mais moi, je comprends pas comment on fait pour avoir de l'expérience, sachant que les boîtes prennent que des développeurs avec de l'expérience et moi, j'ai pas d'expérience. » C'est quelque chose que j'entends souvent. Des trucs comme ça, c'est injuste, etc. Je me suis formé, moi, je mérite ceci, je mérite cela. Malheureusement, tu mérites pas, tu mérites rien. Je veux dire, c'est comme si tu participais à un marathon et qu'à la fin tu venais pleurnicher en disant comment ça se fait que je suis 1250e, j'ai travaillé, j'ai ceci, j'ai cela. C'est juste que les autres, ils ont couru plus vite que toi. Donc tu dois apprendre à avoir une bonne attitude, une attitude positive et réaliste à la fois. Tout le monde est passé par là, ça prend du temps, ça demande de la motivation et surtout de l'obsession. Tu dois être obsédé par ta reconversion, tu dois être obsédé par trouver un job. Si ce n'est pas quelque chose qui occupe ton esprit à longueur de journée, c'est mauvais signe. Allez, le deuxième conseil, stratégie, c'est la localisation. Si tu habites en Meurthe-et-Moselle ou je sais pas où là, en Ardèche, je connais pas exactement ces coins-là, tu réduis considérablement tes chances d'avoir un job de qualité et faut accepter, même temporairement, d'être très flexible géographiquement. Moi, si tu prends l'exemple par exemple de mon frère, il est 100% freelance, 100% remote, 100% tranquille dans sa campagne à côté de Toulouse. Il connaît pas les transports, il connaît pas le RER, il connaît pas le périphérique, il connaît pas les bouchons, il connaît pas les collègues relous, la machine à café, etc. Il est tranquillement chez lui, 100% pépère, 100% remote. Maintenant, il est passé par une phase où il est allé à Paris, il a fait 1 an de RERC, se taper le métro, se taper toutes les conneries. Voilà, il faut passer par une phase, parfois il faut passer par une phase où il faut être capable de
de se déplacer géographiquement. J'ai le cas aussi de quelqu'un qui était dans le bootcamp React, qui était au Mexique. Il n'avait pas forcément envie de revenir en France parce que sa vie était plutôt au Mexique. Bon, il est repassé par la France, il a trouvé un CDI en France, ça fait 1 an qu'il est en CDI en France. Bon, peut-être qu'il repartira plus tard. En attendant, eh bien, il a fait un effort et il est revenu en France pour décrocher sa première mission. Alors, le troisième conseil que je te donne, c'est le réseautage. C'est important de participer à des événements, des meet-up, des conférences. C'est important de rencontrer d'autres développeurs, de discuter avec eux de face à face, d'acquérir des contacts. C'est vraiment quelque chose d'important. Acquérir des contacts, ça peut vraiment t'ouvrir beaucoup d'opportunités, beaucoup plus d'opportunités que si tu restes H24 derrière ton ordinateur. Alors avant d'aller plus loin dans la vidéo, sais-tu que l'on recherche de plus en plus de développeurs TypeScript confirmés? C'est une stratégie que tu devrais aborder. Eh bien écoute, j'ai préparé une formation offerte sur le sujet, comment ne pas rater le virage TypeScript. C'est 100% gratuit, c'est le premier lien dans la description. Quatrième stratégie, développe ta présence sur les réseaux sociaux. Ça peut être sur X, Twitter, YouTube, Medium, tu peux écrire des articles sur Medium, sur dev.to, sur une newsletter, un podcast, etc. Je veux dire, quand on voit un candidat qui crée de la valeur, qui amène de la valeur sur les réseaux, eh bien l'impact est énorme parce que tu fais partie des 1% des créateurs. Je ne sais pas si tu connais la règle des 1, 9, 90. En gros, c'est une règle qui dit que sur les réseaux sociaux, tu as 1% de créateurs actifs, 9% de contributeurs, c'est-à-dire les gens qui font des commentaires, qui like, qui interagissent, et tu as 90% de consommateurs qui ne font absolument rien. Alors dans quelle partie tu es, je ne sais pas, mais essaie au moins d'être un contributeur en mettant déjà un like sur cette vidéo et en mettant un petit commentaire. Ça aide un peu pour l'algo. Bref, il faut que tu sois quelqu'un qui contribue sur les réseaux. En appliquant cette stratégie, eh bien, tu te démarques tout simplement de la masse des autres développeurs. Alors la cinquième stratégie, c'est de développer un projet personnel de qualité. Alors je sais, je parle souvent de développer, de créer des projets, d'apprendre pour apprendre à coder, mais là je parle pas du tout de ça. C'est pas un projet pour but de te former. Ça peut te former parce que quand on code, on se forme toujours, mais c'est vraiment, je parle plutôt d'un projet qu'on pourrait qualifier limite d'utilité publique. Un projet que vraiment qui est utile par d'autres personnes sur le net. Prenons par exemple, comment il s'appelle, le site State of JS de Sacha Greff par exemple. Eh bien, c'est un site qui est d'utilité publique puisque voilà, en gros, eh bien, il te montre un petit peu les tendances à propos des technos JavaScript. On a aussi Rising Star JS plutôt ou Best of JS de notre cher ami Michel Rambaud, un Français. Et si tu regardes son CV, eh bien, qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Il y a marqué I am a creator of Best of JS. Tout de suite sur son CV, tu vois que voilà, tu es le créateur de Best of JS, tout de suite ça apporte de la valeur. Tout de suite tu t'écartes de la masse. Pour cela, je pense que c'est important d'avoir une idée, un projet qui te tient à cœur parce que tu fais pas ça si ça te tient pas à cœur. Je veux dire, ceux qui font ce genre de projet perso où c'est pas des projets où tu es rémunéré, c'est vraiment des projets, ça te tient à cœur de faire ça. Eh bien, trouve une idée de projet comme ça et vas-y, c'est parti. Sixième stratégie, celle d'avoir un projet entrepreneurial. Si tu as un SaaS, si tu as un logiciel, etc., là, c'est un plus. Moi, ça m'est souvent arrivé de mettre ça en avant lorsque je passais des entretiens. À l'époque, je vendais un logiciel, je vendais une application iPad, des composants pour Joomla à l'époque, donc ça date un peu, c'est un peu passé de mode, mais voilà, je vendais des composants. Eh bien, quand tu arrives en entretien et que tu discutes de tes projets entrepreneuriaux, eh bien, tout de suite, tu te différencies de la masse des autres développeurs. Septième stratégie, celle de participer à des projets sur GitHub, en gros des projets open source, tu sais. Si tu te sens pas, que tu n'as pas les épaules, tu te sens pas d'avoir l'énergie pour faire un projet tout seul, eh bien tu peux participer à des projets open source. Je veux dire, il y a énormément de projets où l'aide est la bienvenue. Alors bien sûr, il faut avoir un certain niveau, mais il faut être impliqué, il faut vraiment connaître le truc. Mais voilà, il y a beaucoup de projets où on manque de dev. Moi personnellement, eh bien en 2016, à l'époque, je travaillais comme ça sur il y avait une stack, un starter kit React isomorphique, c'était le terme un petit peu à la mode à l'époque. Et du coup, je participais un peu à ce projet, je créais des issues, je faisais des pull requests, etc. pour améliorer le truc. Ça aide justement bien à te différencier aussi des autres
tu peux, là c'est des sujets de discussion lors d'entretien. Alors après, c'est pas toujours facile de travailler sur les projets communautaires, c'est pas toujours facile, parfois ça dépend des équipes, parfois tu as pas mal d'ego chez les développeurs. Moi perso, pour la petite anecdote, il y a un petit moment comme ça, je travaillais pour un composant d'un CMS Joomla, un truc e-commerce, et je leur ai proposé d'APIfier leur truc. En gros, leur truc était assez cloisonné, assez fermé, on ne pouvait pas interagir avec ce truc, et je leur ai proposé de développer la partie exposition API, API REST, SOAP, etc. Et je commence un petit peu le projet avec eux, etc. Et puis je me suis rendu compte que le dev prenait un peu, le dev principal, on va dire, prenait un peu les autres devs de haut. Là, du coup, ça m'a un peu saoulé, et puis je suis parti avec mon code, et j'en ai fait un module payant qui a cartonné. Parfois, ça peut être de l'open source et puis parfois, ça peut être des projets commerciaux. Allez, 8e stratégie, celle d'avoir un CV, un LinkedIn ultra différenciant, ultra niché. Alors là, c'est assez rapide comme stratégie. Le seul but, c'est vraiment de te différencier de la masse. C'est pas facile, c'est un conseil qu'on donne un petit peu à tout le monde. Mais voilà, plus tu arriveras à te différencier, plus tu arriveras à te nicher, et bien plus tu arriveras à entrer en contact avec des potentiels recruteur. 9e stratégie, tout miser sur les entretiens et en gros être une bête de course, une bête en entretien, une bête en test technique et en présentation. Je veux dire, tu peux être un bon développeur, hein, c'est possible que tu sois un bon développeur et que tu rates tes entretiens. Si tu sais pas te présenter, si tu n'es pas habitué à passer des tests techniques, des tests de logique, tu peux rater des postes, tu peux rater des opportunités alors que tu pourrais être tout simplement le bon candidat. C'est important de se dire que les entretiens, ça se prépare. Les entretiens, c'est un exercice qu'il faut savoir faire. Tu peux être très bon, mais voilà, les entretiens, c'est des trucs parfois que tu fais pas souvent. Pour la petite histoire, régulièrement, moi, quand je changeais de mission, quand je recherchais une nouvelle mission, un nouveau poste, etc., je me replongeais dans une phase d'entretien technique, une phase technique. Pourquoi? Parce que souvent, quand tu bosses, quand tu es dans une mission, t'es un peu, tu fais un peu, tu es sur un scope assez restreint. Moi, à l'époque, j'étais sur du Java, donc je faisais un peu tout le temps les mêmes choses. Et il faut savoir, tu sais qu'en entretien, on va te reposer des questions classiques. C'est quoi le polymorphisme? C'est quoi une classe abstraite? Machin, des choses que tu manipules peut-être, mais c'est pas fluide. T'as pas la définition comme ça en tête et tu peux être un peu bloqué. Et c'est important de retravailler ça. On pose la question, c'est quoi une classe abstraite? C'est quoi machin? C'est quoi la différence en React? Use callback, use memo, peut-être que tu le sais déjà, mais tu l'as pas bien préparé dans ta tête. Eh bien, ça se prépare. Et donc, c'est une stratégie, celle d'être une bête en entretien technique, une bête en test technique, etc., etc. Alors voilà un petit peu pour ces 9 stratégies pour décrocher un job en 2024. Si je devais résumer en un seul mot, ça reste persévérance. 100% de ceux qui n'y arrivent pas sont ceux qui abandonnent. Alors, j'ai peut-être oublié des stratégies. N'hésite pas, bien sûr, à me les partager en commentaire, à t'abonner, à mettre le pouce, à être un utilisateur actif plutôt qu'être un utilisateur passif. Et si tu veux savoir quels sont les langages à apprendre en 2024, je t'ai mis une vidéo ici sur le sujet.